Épisode 422 des Technos, c'est ce que vous allez écouter et on vous en remercie d'ailleurs de nous rejoindre comme souvent, chaque semaine d'ailleurs pour nos épisodes hebdomadaires. Épisode 422 avec non pas un, deux, mais bien 3 chroniqueurs. Les 2 premiers, les voici. D'un côté, nous avons en Suisse, et je le précise, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, en Suisse, notre ami Thierry. Salut Thierry. Salut Marc. Tout d'un coup, je me suis dit, une panne de son. Non, ça va, ça fonctionne. De l'autre côté, en Belgique, nous avons Sébastien. Salut Sébastien. Salut Marc. Là aussi, j'ai eu un petit peu peur qu'ils ne m'entendent pas. Et puis, là, il ne me répondra pas tout de suite. Aurélien sera des nôtres pour la seconde partie d'épisode, puisque vous le savez, depuis le début de la saison, c'est comme ça que ça se passe. Première partie, l'actualité technologique vue par mes petits camarades. Et puis, en seconde partie, la grosse patate, le dossier, qui est traité en général par 2 chroniqueurs. Ici, ils vont s'y mettre à 3 pour parler de nos connexions Internet, que ce soit en Suisse, en France ou en Belgique. Vous l'entendrez, il y a des différences. On parlera aussi des connexions, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien, satellitaires, oui, parce puis, que c'est aussi du coup, ça touche aussi les 3 pays, du coup. Donc voilà. Donc et il y a plein de choses à en dire. Ce sera dans la seconde partie donc de cet épisode. Comment vous allez bien? Sinon, ça va? Oui. Ça va bien. Son jour de palindrome. Je la louperai pas celle-là. Ah oui. Jour de palindrome, oui, parce que nous sommes le 23 du 11, 23. 23 du 11, 23, voilà. Par contre, l'épisode, c'est le 422. Si vous voulez être précis, c'est 2023, hein, c'est pas... Non, 23, 11, 23. Oui, c'est ça. Je chipote. Ouais, non, mais t'as raison. Il faut mais c'est juste un petit mot. Il n'y a pas une erreur quelque part. Il n'y a pas une erreur 422 quelque part. Ça doit exister, ça, non? On n'a pas regardé ça, du coup. Du coup, il se met à chercher. Ok. Comment réparer l'erreur 422? Oui. Le serveur n'a pas pu traiter votre requête. Voilà. Bon, merci. Voilà, c'est parfait. Voilà. C'est bot en touche. Ça s'appelle l'erreur bot en touche. C'est bon. Allez, si vous le voulez bien, on attaque notre abécédaire. Le voici. Et on commence avec la lettre A comme AI. AI pour faire quoi? Pour faire plein de choses, évidemment, parce qu'on en parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Thierry, l'AI pour faire des sites, et un site en particulier, le sien, son propre site. Tant qu'à faire. Oui, effectivement, faire un site internet, il se passe pas une semaine, moi, quand on me pose pas la question, qu'est-ce que tu me conseilles pour faire un site internet et tout, je le verrais bien comme ci, comme ça. Eh bien, sachez que si vous le dessinez, ce site internet, pour un petit peu positionner les éléments, pour dire où vous voulez les menus, où vous voulez positionner le texte, les images, ce genre de choses, c'est vrai que quand on est développeur, on fait ce qu'on appelle le wireframe, si j'utilise les bons termes. Je ne suis pas développeur, mais à culpa pour ceux et celles que j'aurais offensés. Eh bien, en fait, ça permet de créer une structure, mais après, il faut coder tout ça. Il faut qu'après le HTML, restitue, effectivement, je vais arrêter de taper mon micro, restitue les emplacements, les menus, les choses comme ça. Eh bien, voilà, l'AI, maintenant, ni plus ni moins, va scanner, si vous lui faites ce petit crowbar, pour en fait transformer votre petit dessin en un site internet complet, puisque il va pondre le HTML, il va pondre les feuilles de style, les fameuses CSS, il va vous permettre après de récupérer cette matière, et puis vous aurez plus qu'à la remplir. Alors je le disais hors antenne, j'écoutais dernièrement un podcast où on parlait de développeurs versus AI, leur usage de l'intelligence artificielle dans leur travail de tous les jours, et force est de constater que beaucoup trouvaient assez sympa de quand même utiliser l'AI pour, par exemple, remplir le site internet avec du texte réel. Du vrai texte, ouais. Au lieu d'utiliser le lorem ipsum comme on le fait à l'habitude. Et donc, du coup, on pourrait imaginer qu'avec cet outil, plus avec d'autres fonctionnalités de l'AI, on pourrait, en 3 clics, faire un site internet
pour tout de suite, pourquoi pas le mettre en ligne. En tout cas, c'est assez sympa de voir que à partir d'un crowbar, d'un schéma, on puisse lui demander de pondre tout ça. Après, bien sûr, vous pouvez vous amuser à customiser. Et tout ça, c'est mis gracieusement à disposition parce que vous avez vu, avec les nouvelles versions de ChatGPT, on a les GPTs, ces fameuses extensions. Mais là, le monsieur, il s'est dit, tiens, voilà, je partage la chose pour que, en quelques clics, 3, tout au plus, vous puissiez, et puis un coup de dessin, bien sûr, un coup de crayon, vous puissiez faire votre site internet. Voilà. C'est assez sympa et je trouve c'est assez pratique. C'est vrai que quand on a un petit peu touché au code HTML, chipoté, tout ça, les outils qui vont bien, on sait faire, mais à un moment donné, la technologie nous rattrape un petit peu. Sébastien, tu me le confirmeras aussi d'ailleurs, il y a des choses qui sont un peu plus complexes à gérer. La CSS, par exemple, c'est devenu vraiment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il y a de plus en plus de trucs à retenir pour arriver à un résultat qui ressemble à ce que tout le monde fait aujourd'hui. Il faut se mettre à niveau, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, le plus chiant, ça reste encore la version responsive, parce que CSS, tu peux facilement faire quelques petits trucs, si tu dois faire quelque chose de responsive. Ce qu'ils font ici, en fait, ils transforment tout ça en un prompt pour ChatGPT qui te refait le site. Comme le disait Thierry, en fait, il y a quand même pas mal de devs, moi y compris, et dans notre équipe, où on va utiliser ce genre de techno, non pas pour faire un site de A à Z, mais pour commencer le truc qui est chiant à faire. Parce qu'il te fait le tout début, et puis après tu dis c'est bon, alors, le reste j'ai programmé, j'ai pas besoin de... Il y a besoin d'une forme d'intelligence, celle-là il n'est pas du tout artificiel, mais au moins t'as pu avoir un texte, ça ressemble à quelque chose, et t'as un petit site web pour commencer. Et c'est assez bien foutu pour te faire gagner du temps sur les trucs où t'as vraiment pas envie de le faire, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Oui, c'est ça. La structure est souvent commune. Ou en plus ici, comme tu dis, Thierry, c'est un petit dessin. On peut se mettre facile autour d'une table à 2 ou 3 personnes à dire tiens, on le ferait comme ci, on le ferait comme ça, et hop, c'est parti. Tu vois, ça va super vite. Ouais. Et on va au plus près de son attente. Après, il y a peut-être des petites choses à fignoler, mais on ira de toute façon au plus près de son attente sans se perdre son temps, effectivement, à pisser du code pas inutile, il est utile, mais c'est toujours le même. C'est toujours la même chose. En même temps, si tu veux faire un site pour toi avec 2 pages pour présenter une activité ou les photos de ton chat ou que sais-je, c'est très bien. Hein. Page statique, du coup, ce sera pas un blog. Pour le moment, mais la semaine prochaine, on en reparle. Oui, c'est ça, ça évolue tellement vite que finalement, il va nous sortir des thèmes WordPress demain, ce qui est pas du tout impossible. Soyons honnêtes. On a bien fait le tour. On parlera une fois. Oui, on parlera peut-être une fois aussi de l'analyse de data, parce que moi je suis le repossesseur d'une version payante de ChatGPT et je suis bluffé par le fait qu'on peut lui donner beaucoup à manger. Là, on lui donne un dessin, il nous fait un site internet. Donnez-lui de la data, du CSV, et demandez-lui d'analyser ça. C'est assez bluffant. Oui, mais après la data, on ne sait pas où elle va. Oui. Voilà, c'est ça. Son petit croquis, tu vois, si quelqu'un copie ton petit croquis, tu t'en fous encore un petit peu. Si par contre tu envoies tous tes résultats financiers de ta boîte ou les résultats d'un truc en laboratoire ou quoi, je pense que ça va être moyen, quoi, parce que demain quelqu'un d'autre t'apprend. Alors moi, je voudrais savoir quels sont les revenus de Monsieur Thierry Weber, qui se retrouve avec tous les revenus de Thierry. Faudra pas s'en étonner à un moment donné si tu lui donnes ta compta. Donc voilà. Non, mais j'ai un compta numéro où je suis en Suisse. C'est ce que je me disais aussi. On a fait le tour de cette petite news sympatoche comme tout et fort utile au demeurant. On vous met le lien évidemment vers l'article comme toujours avec nos revues de presse. La lettre E pour suivre. E comme embauche. Ah, ouais. Sébastien, E comme embauche, ça aurait pu être L comme licenciement, R comme réembauche, c'est le feuilleton Sam Altman d'OpenAI depuis vendredi soir jusqu'à il y a encore quelques heures, des articles n'ont cessé de paraître durant cette période au sujet de l'avenir professionnel et du passé professionnel et de l'avenir professionnel de Sam Altman. C'est un peu des allers-retours. Oui, mais au final, la partie licenciement en tant que telle, et ça a peu d'intérêt. Je discutais encore avec David, qui est un grand fan, qui a déjà parlé de ça
longuement la semaine passée. Lui, quand il lit les news, dont celle ici que je vais expliquer, il a une certaine peur. Pourquoi ? Parce que la base du licenciement serait, conditionnel, on est encore, on aura encore peut-être 15 news d'ici la semaine prochaine, serait liée à G-Star. Et G-Star, on n'est pas sur OpenAI, ChatGPT, le truc qui te crée des textes gentillets que tu vas utiliser pour ta bio. On est sur une intelligence générale. Tu vois, une intelligence artificielle qui est capable de réfléchir, qui est capable de faire des choses. Et ce projet on ne peut pas encore utiliser, on n'a pas les mains dessus aujourd'hui, mais Sam serait très fort derrière ce projet. Mais il est capable de résoudre des problèmes mathématiques d'un enfant de primaire. Tu veux dire, c'est pas non plus extraordinaire, mais il est capable de raisonner. Et donc, à partir du moment où il est capable de raisonner, il n'est pas sur quelque chose où il prend du texte et il te répond le texte, le réécrit dans 50 manières. Il est capable de comprendre et de faire des choses sur base d'un apprentissage. Et on n'est pas sur de toutes les formes qu'on a connues jusqu'ici d'apprentissage répétitif de ceci est un éléphant, ceci est un éléphant, et puis après il a reconnu un éléphant. Ici, il est vraiment capable de penser. Et donc ça devient effectivement quelque chose de plus compliqué, et ce serait effectivement du coup la raison de son licenciement, parce que le board, il y avait un ou deux gars de effective altruisme qui sont là pour essayer de protéger l'humanité contre les intelligences artificielles, et le CEO qu'ils avaient tapé à la place, c'était un gars de Twitch, qui estime que, de son point de vue, l'IA est une bombe capable de détruire l'univers. Ce qui est amusant pour mettre un CEO qui considère que l'IA est dangereux à partir du moment où il va bosser pour la tête de la boîte qui fait le plus d'IA au monde aujourd'hui. Donc c'était assez étrange. Donc licenciement, retour, il y a eu un petit nettoyage au niveau du board. Et maintenant on est reparti sur un train qui est plutôt pro Sam, et donc pro G-Star et pro ce type d'IA qui va nous arriver dans les pattes prochains mois, prochaines années. Donc en relisant tout ça, David m'a juste dit finalement quand je lis ça j'ai peur. Voilà, ça résume un petit peu l'état d'esprit. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où justement David dont tu parles a parlé de ce point de singularité, comme il l'appelle, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que chacun aura son intelligence artificielle quelque part, puisqu'il est capable de raisonner, capable de comprendre ce que tu attends d'elle, toi personnellement, avec ton passé, ta manière de réfléchir, etc. Donc il y a une vraie personnalisation aussi du fonctionnement de l'IA qui pose plein de questions, parce que par extension, tu le disais, oui, faire des maths c'est une chose, mais raisonner, résoudre un problème mathématique comme on en a appris à l'école primaire, l'histoire du train, etc. Bon, il y a les maths stricto d'un point de vue purement strict, et il n'y a qu'un seul résultat possible, et puis il y a toutes les variantes qui vont être possibles également, si le train, si quelqu'un traverse les voies, enfin voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent venir parasiter le résultat, et cette IA-là, en tout cas, est capable de concevoir ces différentes problématiques et d'en tenir compte dans les résultats, en tout cas dans les réponses qu'elle va donner, quoi. Donc, et ça fait peur, pas à des scientifiques, ça fait peur à peut-être au board de chez OpenAI ou autre, mais ça, voilà. Non, parce qu'en fait, le board, c'est tout un mouvement dans la baie, dont font partie effectivement certains membres du board, mais aussi des gens qu'on connaît, dont on a déjà parlé. Sam Bankman-Fried, l'ancien de FTX, qui lui, il est parti mal au poignet, mais aussi des anciens de chez Skype, de Facebook, et évidemment le fameux Elon Musk, qui n'en rate pas une pour balancer des tweets tout en disant incendiaire, en disant l'intelligence artificielle c'est le mal, mais en même temps venez payer pour la mienne. Donc il joue un double jeu qui est pas toujours très très positif. Mais si tu m'avais lancé une perche il y a quelques épisodes en disant que j'étais pas pro IA, etc., sur tout ce qui était ChatGPT, et effectivement sur tout ce qui est génératif, je vois ça un peu comme un outil, comme un marteau pour pouvoir générer des textes et des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça assez c'est amusant, mais ça ne révolutionne pas l'industrie. Attention, quand même à un petit détail. Par contre, à partir du moment où on arrive sur des intelligences où on peut répliquer une forme de raisonnement humain, là, on parle pas du tout de la même chose. Et là par contre, je trouve ça, c'est un point de vue, je trouve ça passionnant. J'en ai pas peur comme par David, je trouve ça passionnant. Faut voir par contre comment on va pouvoir utiliser à bon escient. Contrôler.
et le contrôler, utiliser à bon escient. Et là, effectivement, il y a un défi au niveau de nos sociétés. Je pense qu'on peut enfin parler d'intelligence artificielle avec ce projet là où effectivement quand on fait joujou avec ChatGPT, on fait du génératif sur une action ou une réaction par rapport à un input qu'on lui donne. C'est Q-Star, hein, pas G-Star pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est juste trompé de lettres. Désolé. J'étais pas loin de l'alphabet. Hein. Ouais, voilà, peut-être t'avais pas envie de prononcer cette lettre, je pensais, c'est pour ça, c'est ta pudeur qui te caractérise. Non, mais plus sérieusement, je crois que ce qu'on touche ici, c'est le véritable début de l'intelligence artificielle. Enfin, ce terme sera peut-être plus adapté à ce que là, on est en train de découvrir qu'à ces outils où on crée un truc... Et ça génère quelque chose par rapport à ce qu'on a fait d'input, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de réflexion par lui-même, par elle-même. Et ce qu'on voit dans les films peut-être va enfin exister, enfin, ou malheureusement, j'en sais rien, mais ouais, ça va être très excitant de voir la suite. Ouais. C'est toute la question. Hein. C'est excitant et en même temps ça fout les chocottes parce que hormis les robots de Skynet époque Terminator, on en est un peu là. Hein. Quelque part, on avait pris cet exemple, je ne sais plus à quelle occasion, on avait dit si on demande à l'intelligence artificielle que faire contre le réchauffement climatique, on est tous morts. Hein. Si on part de ce principe-là, voilà. Dans le domaine, il y a une série de science-fiction qui est assez récente, qui était exceptionnelle, c'est Westworld, où effectivement il y a quelques points sur l'intelligence artificielle qui sont c'est d'il y a 2-3 ans, on se dit science-fiction, jamais de la vie, pas si loin que ça. Alors par contre Thierry, effectivement merci pour la correction, mais G-Star existe quand même, mais c'est plutôt des jeans et des calbutes. C'est les calbuques, donc ça fait beaucoup moins peur. Hein. Ça dépend. Ah oui, ça dépend la taille. Non, je veux dire, ça dépend. Bref. D'accord. Bref, on va pas en refaire un dossier de cette histoire de voilà, c'était l'occasion d'en reparler parce qu'effectivement, on met le doigt vraiment sur ce dont on parlait la semaine dernière et c'était l'occasion de le remettre en avant parce que là, c'est un fait concret de cette histoire-là. Donc, réfléchissez-y de votre côté. De quel monde voulez-vous pour demain dans Westworld, il y avait quand même quelques-unes qui étaient sexy. Hein, donc, regardez. Oui, je dois reconnaître. Bon, on va tout de suite les calmer avec la news suivante, si vous voulez bien. La lettre E comme endettement, Thierry. Je pense que c'est à toi que l'on doit ce sujet d'endettement, Thierry, quand l'État crée une app contre les dettes. Exact. Si j'ai l'air en forme et festif comme ça, je suis super fatigué, mais heureux, puisqu'effectivement, c'est tenu pas plus tard que hier soir, alors on enregistre cet épisode, la 13e édition du Meilleur du Web. Alors, je vais pas vous résumer la soirée, mais en gros, pour faire super simple, c'est une soirée durant laquelle, on récompense plus de 12 catégories du meilleur des talents du numérique ici en Suisse. Et je vais sortir un seul projet parce qu'il m'a bluffé, parce que non seulement il est venu pas au travers d'une agence, mais carrément au travers de l'État de Vaud. Hein. Le canton de Vaud est un des 26 cantons de notre pays, la Suisse. Et l'État de Vaud est venu avec un projet qui a remporté un cube, effectivement, qui a remporté un prix, puisqu'ils sont venus avec ni plus ni moins avec une nappe pour combattre les dettes ou l'endettement, puisque l'endettement ici en Suisse, même si on pourrait se faire une idée que la Suisse regroupe et occupe principalement que des habitants super riches qui roulent tous en berline allemande, non, il y a une forte hausse de l'endettement chez les plus jeunes. Dès leur majorité, ce sont des personnes qui peuvent très vite tomber dans l'endettement. C'est vrai que l'accès au crédit, l'accès à l'argent prêté est très très facile, malheureusement trop facile ici dans notre pays. Et j'étais très content de voir effectivement cette application
qui met du serious gaming, qui met de la simulation pour pouvoir transposer par exemple un jeune avec son début dans sa vie active, payer des impôts, un appartement, etc. et tout. Puis on peut sur cette application qui est vraiment très très bien faite, en tout cas qui est faite de concert avec le public à qui elle s'adresse, eh bien on peut comme ça simuler comme ça sa future vie professionnelle ou économique, et tout ça a un seul et même but, c'est de combattre l'endettement. Je vais pas ici partager les chiffres, je suis trop fatigué pour vous ressortir les chiffres exacts, mais c'est une part assez importante, assez inquiétante, et j'étais assez fier de voir eh bien non seulement ce projet naître au sein de l'état de Vaud pour se dire on va pas faire une campagne de pub, de l'affichage, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Non, on va carrément faire une app dans laquelle les gens vont pouvoir se transposer et puis voir bien quels seraient les risques au surendettement chez les plus jeunes. Voilà, et c'est assez fou puisque pour la petite histoire, voilà, je vais reboucler la boucle par rapport au meilleur du web. Il y a 13 ans, on avait commencé avec uniquement 4 catégories. Hier soir, on récompensait 12 catégories. Eh bien, il y a 13 ans, c'était une banque qui remportait une de ces catégories, qui avait développé à l'interne un espèce de LinkedIn-like pour les traders. Le lien que je suis en train de faire, c'est pas par rapport à l'argent, mais plutôt au fait que, eh bien, hier soir, on a récompensé, comme il y a 13 ans, un projet qui a vu le jour à l'interne et non pas avec une agence ou au travers d'une agence. C'est eux qui ont l'initiative de se dire, bien, pour communiquer auprès de ce public jeune, faisons quelque chose qui leur parle, faisons une app, faisons un jeu, faisons une simulation. Et le nom du jeu, je l'ai zappé, mais on vous mettra je l'avais. Effectivement, le lien sur, voilà. Till Next Bill. Voilà, till next bill, voilà. Pour parler en bien français, jusqu'à la prochaine facture. C'est très bien fait, c'est tout simple. Et alors bon, voilà, il y a un petit peu de storytelling, mais quand on voit la vidéo des jeunes qui ont découvert l'application, vraiment, il y a une prise de conscience réelle et c'était assez prenant parce que dans un des témoignages, il y avait une jeune fille de 24 ans qui dit c'est drôle parce que ça exprime ce que je suis en train de vivre. La pauvre, elle était déjà en surendettement. Voilà. Ouais. Si ça rend service, moi je trouve, enfin voilà, c'est des technologies relativement simples en général, hein, mais qui ont l'avantage de, si c'est bien fait, etc., de toucher le public cible et de sensibiliser. Je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'en pense Seb, rapido. C'est des sujets qui sont plutôt mondiaux. Hein, c'est pas limité à la Suisse. Non, bien sûr. Surendettement. Et il y a une émission aux États-Unis qui est passionnante à regarder là-dessus, où effectivement des gens surendettés appellent un gars qui a bien réussi sa vie, hein, qui est millionnaire, et qui leur explique en 3 secondes, t'es en train de dépenser autant, tu gagnes autant, vends ta maison, arrête, il y a un problème, arrête d'espérer t'en sortir, il faut que tu changes des choses, quoi. Donc tu peux pas acheter tout de suite une maison avec 5 chambres alors que t'es à ton premier salaire à 1000 boules par mois, quoi. Et donc c'est interpellant certains points dans ce genre d'émission. Et l'occasion de le rappeler quand il y a, parce que c'est pas le seul, enfin tu parlais de serious gaming, ça pourrait faire l'objet d'un sujet à part entière, hein, parce qu'il y a plein d'initiatives dans toutes sortes de domaines, et c'est souvent, enfin c'est pas toujours bien fait, faut aussi être honnête, mais ça part toujours d'une bonne intention, et c'est ça qui est important. Et puis après, si ça touche le public et que ça arrange les choses, si ça améliore les choses, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pi, la lettre P comme Pi, Sébastien. Pi, comme Raspberry Pi, hein. C'est voilà, le LVME sur Pi, c'est une réalité maintenant, manifestement. Oui. Et quand tu verras le prochain sujet que je te referai, tu verras pourquoi je les ai enchaînés dans ce sens-là. Mais ce sont des blagues très conduites. Le Pi.
Alors, donc effectivement, sur le Pi, ils vous expliqueront sur le prochain sujet. Le Pi, il y a un truc qui vient de sortir, c'est une petite carte. Je vais pas en faire très long là-dessus, mais c'est un petit add-on, donc un truc que tu peux mettre au-dessus de ton Pi pour ajouter des trucs. Ajouter des nouvelles fonctionnalités, si tu veux faire du PoE, il y en a un, etc. Tu vois, parce que c'est pas prévu par exemple du PoE sur Raspberry. Mais ici, c'en est un sur lequel tu peux mettre un NVMe. Alors il y a deux versions, il y a un NVMe court et un NVMe long. Je vous passe les specs. Voilà. Et donc on le branche dessus et du coup on peut utiliser un NVMe sur un Raspberry, alors que jusque là, alors c'est une des faiblesses que je trouve sur la Raspberry. Il y a d'autres cartes qui l'ont réglé. C'est que ça fonctionne sur une carte micro SD. Et la micro SD, sur du long terme, si tu l'utilises un petit peu en industriel, ça a plutôt tendance à se casser la gueule. Et donc tu dois faire disjocker, aller remplacer des petites cartes un peu partout. Alors qu'il y a des cartes qui font du EMMC. Et donc c'est une faiblesse ici qu'on peut régler en disant, voilà, on a un disque M.2, c'est génial. Et c'est pas trop gourmand en énergie, et par contre ça dépote. Après évidemment un NVMe, tu rajoutes le prix qui va avec, le Raspberry. Mais voilà, si on veut aller plus loin, qu'on a besoin d'espace, qu'on veut quelque chose de performant, c'est possible. Maintenant, il y a la mémoire coûtera plus cher que le Raspberry. C'est à peu près certain, mais en même temps, c'est aussi pour garantir. Parce que tu le signales, alors c'est toujours très drôle parce qu'on dit la carte SD, c'est prouvé, il y en a dans toutes les caméras, les appareils photo. C'est pas le meilleur support qui existe. En fait, c'est loin de là. C'est une merde. Donc voilà, c'est vraiment. Oui, si tu réécris trop souvent, à un moment, l'OS se dit. Il va réécrire ailleurs parce que là t'es en train de brûler les cellules et ça va très très vite de brûler une carte SD. Donc voilà, ça coûtera pas grand chose, c'est moins de $30 dans toutes les bonnes librairies, etc. Voilà, bon plan, l'accessoire qu'il vous faut sans doute pour aller avec votre Pi. Il fallait que je le fasse aussi. Voilà. Moi j'aime bien tout ce qui se rajoute autour tu vois, de Arduino, Raspberry Pi, etc. Tous les accessoires qu'on peut y rajouter. Moi je te ferai des tours avec tous les accessoires parce que je mets tout le temps, juste pour le plaisir. Alors on a un PC, tu vois. Oui, c'est ça, c'est complètement idiot, oui, mais c'est comme ça. Vous allez être S comme Suisse. Décidément, c'est la fête. Et donc, qu'est-ce que nous avions ? Nous avons le petit Suisse. C'est Seb qui s'y colle une fois de plus parce qu'il y a une autre news qui le touche lui particulièrement, parce que c'est un sujet qui le touche particulièrement, c'est l'identité électronique. EID, qui arriverait bientôt en Suisse, nous a-t-on dit. Et tu vas nous préciser quand et pourquoi et comment. Ah oui, alors ça avait été discuté en 2021 et là le peuple a tranché, le peuple a refusé, le peuple suisse. Et donc, à la suite d'une votation. Parce que chaque fois qu'on fait oui, bien sûr, c'est Thierry. Chaque fois qu'on dit tiens, on ferait ça, attendez, on va faire une votation avant. Voilà. Et si on faisait ça référendum. Ou un référendum. Référendum où il faut réunir 100 000 signatures pour que ça soit après voté par le peuple, oui, effectivement. Voilà, c'est mort, c'est pas passé en 2021. Et alors que finalement, entre-temps, il y avait un projet en toute l'Europe qui était EIDAS, E-I-D-A-S. Je vous passe l'acronyme, cherchez sur Internet si vous voulez aller chercher. À la base, c'était prévu pour faire avoir un truc équivalent à ce qu'on a en Belgique depuis des milliers d'années, en 2008 pour toute l'Europe ou un truc comme ça. Et finalement, c'est l'année passée qu'on a eu ça dans toute l'Europe. Il y a un standard où dans toute l'Europe, nous avons donc un moyen de s'identifier de manière digitale grâce à notre petite carte d'identité. Le temps que ça soit déployé, si vous ne l'avez pas encore et que vous nous écoutez en Europe, vous inquiétez pas, ça va arriver, vous perdez votre carte, remplacez-la, vous l'aurez. Tous les pays sont obligés de vous la donner maintenant, il y a pas d'autre moyen. Et donc, au milieu de tout ça, il y avait un petit pays résistant avec la Suisse. La Suisse, il dit, non, nous, on va continuer avec du papier et crayon. Non. Parce que nous, on est des résistants, papier et crayon, rien à foutre. Et là, en un coup, je pense qu'ils se sentent un petit peu plus seuls qu'en 2021. Ils disent, on va le faire aussi. Et donc, ils sont en train, effectivement, d'y repasser. Et le temps de remettre en route le tout, mais comme ils sont pressés, parce qu'ils disent maintenant, on est fort en retard, on va mettre un petit peu de sous, et ce serait pour 2026. Voilà. Donc, ça va arriver, finalement, avec la même chose que ce qu'on fait en Europe. Et alors, il y a toutes les avis pour, contre, on repart comme à chaque fois, de attention, on concentre et toutes les données à un seul endroit. Bah oui, ça s'appelle le registre national, tous les pays ont ça dans toute l'Europe, peut-être pas en Suisse, faudrait d'accord, mais
Voilà, donc il y a plein de débats qui font que qu'une entité, un gouvernement certifie une identité digitale à ses citoyens, ça a son sens. En tout cas, en Europe, ça a son sens. Aux États-Unis, c'est un autre problème. Mais l'explication, elle est très simple pour la Suisse. C'est assez fou et ça tient à deux trucs. Il y a le scandale des fiches qui avait marqué les esprits. On avait découvert que l'armée suisse faisait des fiches. Alors à l'époque, c'était des vraies fiches en carton. Hein. Ah tiens, Marc a assisté à une manif anti-nucléaire à Bruxelles en 1981. Et puis Sébastien est un sale gauchiste parce qu'on l'a vu faire des réunions politiques. Non. Ce sont des exemples, hein. Mais en gros, ça allait jusque-là. Et en fait, quand il est sorti de la manif, il est allé s'acheter 3 bières. Il y avait des détails vraiment croustillants. Et l'affaire des fiches a marqué les esprits en Suisse à tel point que ça a vraiment fait peur les France citoyens aussi, de se dire, oula. Ouais. Mais, oui, je pense, c'est ce que j'allais dire. C'était vraiment un coup de massue quand même. C'est ce que je voulais demander aussi à Sébastien, qui connaît très bien le paysage, et en tout cas l'intégration de cette technologie dans chaque pays d'Europe. C'est que chaque pays a, semble-t-il, sa spécificité, son historique, comme vient de l'expliquer Thierry, ou son mode de fonctionnement. Tu parles du registre national en Belgique. Moi, je suis belge, je connais ça, mais est-ce que ça se formalise de la même manière dans tous les pays, ou c'est différent, ou est-ce que les questions qui sont ramenées là aujourd'hui dans le débat suisse sont systématiquement toujours les mêmes d'un pays à un autre ? Non, tu as une forme de registre national, donc un registre avec toute la population, dont, à ma connaissance, tous les pays en Europe, avec des petites particularités d'un État à l'autre. Par exemple, en Belgique, on ne va pas y stocker les empreintes digitales parce qu'on considère qu'il y a eu des débats parlementaires et on ne veut pas, et la commission, d'un point de vue privé, ils ont refusé chez nous qu'on le fasse, donc on te l'a fait, pendant 6 semaines ils les gardent et puis ils les suppriment. Et donc il y a des petites subtilités d'un pays à l'autre. Le Portugal va te rajouter des identifications fiscales ou d'autres numéros, et donc mais dans la grande ensemble, tout le monde a plus ou moins la même chose. Un registre national avec la population. On sait qui existe, qui est né quand, où, quoi, qui habite avec qui, etc. Et les débats, c'est les mêmes, ou il y a des fois des choses qui sortent, nous on veut pas parce qu'on n'aime pas le plastique, ou enfin tu vois, n'importe quoi, mais est-ce que c'est toujours les mêmes questions qui se posent, ou est-ce que pas ? Non, du tout. Ça dépend vraiment de l'histoire des peuples derrière. Si tu prends la France a eu aussi un grand problème avec le fait de passer à une identité numérique, et ils ont beaucoup de problèmes à utiliser une carte d'identité en France, parce qu'il y a un background là-dessus qui est plus négatif, où on ne le ressent pas de la même manière en Belgique et dans d'autres pays européens, parce qu'on n'a pas eu... Ça touche peut-être aussi au fait que certains peuples sont plus dociles que d'autres. Non, mais est-ce que tu parles de la France versus la Belgique, quand je vois par exemple les nouveaux compteurs intelligents, les compteurs électriques en France, c'est un tollé. Il y a des gens qui sont détruits, machin. Alors que chez nous, gratuitement, et tout le monde l'installe. Oui, c'est gratuit, je prends. Voilà. Non, ça râle un petit peu, mais oui, on a je sais pas si c'est une forme de docilité ou d'intelligence différente, on va dire, parce que ça sert à rien de se battre de dire je ne veux pas. Enfin, faut voir tous les avantages, quoi. Tu vois, je ne veux pas un registre national avec une identité numérique, machin, etc. Mais en même temps, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme avantage d'avoir ce type de solution ? Alors, il faut toujours faire une balance qui est assez complexe entre qu'est-ce que ça implique comme risque pour la population, et qu'est-ce que ça apporte comme avantage. L'identité numérique a apporté en Belgique énormément d'avantages dans la simplification administrative. Je pense que là-dessus, on a été un des exemples, même si notre pays le voit pas toujours comme ça, parce que... On est très critique vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Ça il faut être honnête. Oui, et puis même si on a des réussites, on va surtout pas en parler, et donc là-dessus, nos gouvernements ont plutôt tendance à regarder sur des tendances comme l'intelligence artificielle. La Belgique, maintenant, c'est le roi de l'intelligence artificielle. Mais voilà, peut-être. Au niveau politique, il y a plein d'intelligence artificielle, ça, je le confirme. mais
on avait 20 ans d'avance sur le reste du monde, sur cette techno. Hein. Bill Gates était venu se faire entarter pour ça en Belgique c'est vrai. À l'époque. Donc, Microsoft avait pas mal investi. Oui. Donc, non, voilà, c'est des petites nuances. En Belgique, on avait râlé il y a eu des débats parlementaires sur la photo. Et puis effectivement, après, il y a eu un débat assez important sur les empreintes. Il a fallu longtemps pour que les empreintes, ça passe en Belgique. Mais voilà, c'est vraiment très différent d'un pays à l'autre. Thierry, juste et puis deux faits amusants, très rapidement, deux faits amusants. L'ancien nom de tout ça, c'était Suisse ID. Et ça avait très très mal passé parce que suicider, voilà, pas besoin de l'expliquer. Voilà. Non, mais on en est à ça. Hein. Je vous rappelle, on parle 4 langues dans notre pays. Et oui, mais c'est ça. Il y a que les francophones qui ont. On n'en a rien à foutre. Voilà, exactement. Ouais, et puis l'autre fait amusant, ce que fait l'Europe des fois, eh bien, c'est drôle parce que nous on l'adopte avant même que l'Europe l'adopte ou le mette en place. La Suisse avait déjà la format carte de crédit pour les permis avant que la France laisse tomber son petit bout de papier rose. Nous, on était déjà passé au permis de conduire au format carte de crédit qui est aligné sur les normes européennes. Voilà. Moi, j'ai toujours un petit bout de carte. J'ai toujours pas fait changer mon permis de conduire. Moi, c'est un certain débat en Belgique là-dessus. Parce que ça fait très longtemps qu'on est passé à une carte plastique. Mais on n'est pas obligé de la remplacer. Et donc, comme le problème de la carte, format carte de crédit en Belgique, c'est qu'elle a une date de péremption. Oui. Et pas le permis de conduire papier. Et donc tous les 5 ans ou 10 ans, tu dois aller refaire un nouveau permis. Et là, toute la population un peu plus âgée en se disant « Non, moi j'ai mon bout de papier, jamais tu m'enlèveras mon permis ». Et donc là, il y a une forme de résistance. Et là-dessus, par contre, le Belge est assez fort. Oui, c'est cool. Mais je pense qu'il y a une date limite là aussi. Je pense qu'ils ont fixé en 2030 ou quelque chose comme ça, il faudra rentrer tous les... Voilà. Mais d'ici là, j'arrêterai de conduire, moi. Normalement, si on ne te reconnaît pas, je suis censé changer ton permis de conduire. Et sur mon permis de conduire, je ne vous le montrerai pas, mais j'ai des cheveux longs. et pas de barbe. Ok, bon, si chez vous, vous avez comme ça des sujets comme ça, la carte d'identité, le permis de conduire, mais il y a peut-être autre chose qui vous heurte un peu, où vous dites non, ça en digital, numérique, machin, fichier, ça je veux pas trop, n'hésitez pas à nous le dire. Et on verra si votre gouvernement est sur le point de le faire ou pas. Donc, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des réticences. Il faut un peu y réfléchir. Il y a beaucoup de pays francophones où on peut nous écouter dans le Maghreb ou ailleurs. Bien sûr. Tous ces pays sont bien plus en avance que, désolé Thierry, la Suisse là-dessus. Ils ont tous déployé des technos qui sont équivalentes à l'Europe et parfois bien avant le reste des pays européens. Oui, non, ça, je n'en doute pas un seul instant, mais peut-être que chez eux aussi il y a eu des réticences et qu'on ne les connaît pas, ou alors ils sont comme les Belges. C'est possible aussi. Allez, on passe à la suite. Avec la lettre T comme traîne, comme quand t'es en retard, quoi. Tu traînes. Exactement. Thierry, la Suisse est encore en retard. On va pas reparler de ce dont on vient de parler, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles la Suisse est en retard. Exactement. Ouais, on aurait pu faire le lien parce qu'il y a la e-vignette pour l'autoroute qui vient d'arriver chez nous. C'est assez marrant. On n'a plus besoin d'avoir le sticker sur le pare-brise. C'est maintenant électronique. Non, alors la Suisse, oui, comme quoi tout arrive. La Suisse est encore à la traîne. En tout cas, ce sont des spécialistes de hautes écoles et autres professionnels scientifiques qui taclent un peu l'État suisse, puisqu'effectivement, la Suisse n'a ni plus ni moins décidé de se donner encore une année pour légiférer sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT. On a vu, il y a nos pays voisins comme par exemple l'Italie, et puis ça commence à bouger aussi dans le reste de l'Europe. Et nous, on a une espèce de maxime ici en Helvétie de dire on a toujours 2 ans d'attente, de retard sur les autres. On attend qu'ils se cassent les dents, on attend qu'ils décident quelque chose. C'est tellement symptomatique. Ces 2 ans sont plus ou moins chaque fois une règle de temps
identiques, hein, même avec les générations. Je me rappelle, on a failli, par exemple, adopter le Minitel, mais nous, on a attendu, puis on s'est dit non, on va faire un truc comme les Allemands, puis tout compte fait, c'était encore différent, et on a hérité de ce qu'on appelait le vidéotex, et moralité, ça n'a jamais dépassé le cap des 100 000 abonnés. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est symptomatique de notre pays. Là, par contre, pour ChatGPT, ce sont effectivement des scientifiques, des professionnels de hautes écoles qui disent là, quand même, les gars, il faudrait vous bouger, il faudrait quand même légiférer autour de tout ça. Juste une petite histoire, parce que des fois, ça vaut la peine de ne pas légiférer. Une particularité que vous connaissez peut-être par rapport à la Suisse, quand vous allez sur Internet, puis que vous allez, je ne sais pas moi, télécharger un morceau de musique ou une vidéo d'un film, eh bien en fait, vous n'êtes pas attaquable. Alors il y a certaines mauvaises langues qui vont vous dire, oui mais ça c'est normal, parce qu'en fait la Suisse n'a pas ces gros acteurs sur son territoire, là où par exemple en France il y a eu Adopi, parce que ça a été très vite poussé par les professionnels de la musique, du cinéma, parce que cette industrie est forte. Chez nous, aucun de ces acteurs est présent, donc c'est pas bien grave. Mais c'était aussi une autre forme de réaction de la Suisse, de se dire, nous on n'a pas les compétences pour légiférer là-dessus, donc on va pas légiférer, on va pas imposer des règles ou des lois ou des sanctions. Par contre, il y a quand même un cadre. Alors c'est juste une petite, une particularité helvétique. En Suisse, vous avez le droit de télécharger de la musique pour votre propre usage, vous avez le droit de télécharger un film pour votre propre usage, dès le moment où vous le partagez, dès le moment où vous, pire encore, vous le vendez. Alors je ne conseille pas ni l'un ni l'autre de le faire. Et bien là, vous tombez sous le coup de la loi, puisqu'effectivement, vous partagez un matériel qui n'est pas le vôtre, forcément. C'est pas très, très légal. Voilà, donc rendez-vous, j'ai envie de dire, dans une année, puisque c'est ce qu'a décidé la Confédération par rapport à ChatGPT et l'usage de l'intelligence artificielle. Et probablement, si je vous fais l'exemple avec la musique ou le film, probablement aussi sur la question du copyright, puisqu'elle est sur toutes les lèvres. Hein. Quand je crée quelque chose avec ChatGPT, quand je crée une image avec DALL-E, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que ça appartient à la technologie? En Suisse, en tout cas, le droit suisse, il est très clair. Seuls les humains sont reconnus comme auteurs. Donc effectivement, faire une œuvre à partir d'une intelligence artificielle, créer une image avec DALL-E, eh bien en Suisse, c'est pas DALL-E, c'est pas l'éditeur, c'est la personne qui a été à l'origine du prompt qui sera reconnue comme créateur, ou en tout cas ayant droit. Mais il y a encore quand même beaucoup de boulot à faire pour pouvoir encore mieux cerner tout ça. Mais en l'état, la loi dit ça. Voilà, c'était juste une petite boutade pour dire on apprend des choses. Voilà. On apprend tous les jours sur la Suisse. Enfin, en tout cas, chaque fois que tu es là, et c'est un vrai plaisir. Hein, en même temps, et on espère que nos auditeurs suisses, qui ne sont pas très nombreux, il faut le reconnaître, apprennent des choses sur la France, sur la Belgique, des fois sur le Togo, quand notre ami Bienvenu est avec nous. Sébastien, tu voulais rajouter un truc par rapport à ça ou pas Oui, j'ai un truc. C'est ce que Thierry expliquait sur la copie. Ça existe en Belgique, hein, alors que nos amis français pleurent sur ce point. En Belgique, ça s'appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire que si j'ai envie de me le copier, et si j'ai envie de le copier à Marc parce que c'est mon copain, je peux le copier à Marc. Néanmoins, effectivement, après, il n'est pas question d'en faire un commerce et tutti quanti. Mais c'est vraiment un truc qui est inscrit chez nous. Dans nos droits, c'est le droit à la copie privée. Par contre, le problème sur les téléchargements en torrent et compagnie, c'est que pendant ce temps-là, tu publies, enfin tu partages. Et donc, si tu partages, mettre à disposition sur une plateforme, c'est compliqué. Clairement. Voilà. Et le deuxième point qui me fait sourire, c'est pas une attaque Thierry, mais quand même un peu. Oui, franchement, prends-le. Mais prends-le quand même un peu mal. Allez. Je me dis, vu la taille de la Suisse par rapport à d'autres États, tu vois, les États-Unis ou l'Europe, où on est quand même un petit peu plus gros, même si tu dis l'intelligence artificielle c'est le mal, c'est interdit, je veux dire, qu'est-ce que les autres États vont s'en foutre? Tu vois, mais oui, mais c'est ça le truc avec ce genre. Mais en même temps, en Suisse, il y a de l'argent de plein de sociétés, de c'est pas faux. pays, donc c'est pas faux. Ça, je dis rien.
C'est pas faux. Mais tu vois, on n'est pas contre. Enfin, de nouveau, c'est quand on entend parler de la Suisse pour des questions de commerce ou surtout à l'étranger et autres, il y a toujours un petit truc. Ah non, ça on peut pas faire parce qu'on n'a pas ça dans notre constitution. Par exemple, vous pouvez fabriquer des bombes, mais vous pouvez pas les vendre à des pays en guerre. C'est quand même particulier. Mais on a même droit de fabriquer des armes, mais on n'est pas responsable de ce que vous allez en faire. Ben non, parce que vous les vendez pas. Donc, on vend des pièces pour faire des armes. Oui, aussi. Mais enfin, voilà, c'est des trucs, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, du coup, on va revenir à l'essentiel, hein, fromage, montagne, chocolat, voilà, la clément, le petit Suisse. Et puis voilà. Non, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Merci en tout cas pour ce sujet suisse, pour le coup. On a quelqu'un qui frappe à la porte derrière, je l'entends, ça tape très fort derrière. C'est pour le dossier, nous dit-on, donc on va passer tout de suite à la grosse patate de cet épisode. Tous égaux face à la connexion Internet. Mes deux petits camarades en Suisse, en Belgique, et un troisième camarade, si vous voulez bien, en France, qui est Aurélien. Salut Aurélien. Salut. Wow. C'est l'occasion, c'est chic, hein. On a de plus en plus de chroniqueurs. Bientôt, on va avoir tous les chroniqueurs dans un seul épisode si on continue comme ça. Voilà. Après, on s'étonnera qu'il y a des trous dans le planning, mais voilà. Aurélien nous rejoint donc dans cet épisode 422 et pour la grosse patate, donc le dossier pour parler donc des connexions Internet. C'est un sujet que tu nous as amené, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, d'initiative, en disant tiens, puisqu'on a Thierry et qu'on connaît quelqu'un en France, on peut parler de nos connexions Internet et de un petit peu évaluer quelles sont les différences entre les différents systèmes. Je te laisse commencer, Sébastien, puisqu'on peut peut-être commencer justement par la Belgique. Oui, c'est ça. Simplement. Alors, le but, c'est pas de savoir qui est la plus grosse, hein, parce que tu vois, même si on est là, plus grosse connexion, c'est effectivement, on a des marchés qui sont très différents et historiquement différents. Alors, quand on avait discuté, effectivement, on commençait avec Aurélien, on disait, oui, mais nous, connexion, machin. Et en discutant après 5 minutes, on dit, ouais, en fait, il y a quand même des grosses différences entre les marchés, alors qu'on est voisins. Et donc, la Belgique, on est souvent très, très au courant de la France. Mais bref, donc, en Belgique, historiquement, on a un opérateur national, qui est Proximus. Pour ne pas le citer. Et donc Proximus, c'était nos fibres, enfin nos fils de cuivre qui arrivent et qui faisaient notre téléphonie et qui après passaient effectivement à tout ce qui est ADSL, VDSL. Historiquement, la RTT, hein, la régie des téléphones et télégraphes. Belgacom. Belgacom ensuite, et puis c'est devenu, pour Internet, c'est devenu Skynet. C'est une société qu'ils ont rachetée à l'époque. Et c'est effectivement, j'embraye là-dessus, c'est une société Skynet qui était un provider qu'ils ont racheté en se disant tiens, ça a l'air cool Internet, une boîte qui fait de l'argent, je reprends le truc. Et alors depuis plus de 20 ans, c'est ce que Proximus fait. Donc à chaque fois qu'il y a une société qui vend à du particulier des connexions Internet, ils rachètent. Et donc à un moment ou un autre, quand tu crées un opérateur en Belgique, tu te dis que souvent de toute façon tu utilises les lignes de Proximus, ils se font de l'argent sur... ils sont obligés de te les louer pour pouvoir arriver aux consommateurs, mais ils se font de l'argent dessus, et à un moment ils se disent pourquoi travailler avec un autre, on va le racheter, on va faire une économie d'échelle, et c'est reparti comme en 40. Et donc c'est ce qui se passe régulièrement, et on a encore eu le cas très récemment en Belgique avec un opérateur qui a été racheté, qui était EDPnet, et là cette fois-ci, les autorités ont dit ouais bon, il en reste quand même plus beaucoup en face, tu es prié de reprendre les activités pour le conso et de les revendre à une autre société qui est le groupe CityMesh, qui est nettement moins connu. Voilà, c'est un outsider dans le secteur. Mais si on reprend plein d'autres opérateurs, c'était Mobile Viking, ils ont racheté, et ce qui est un peu plus traite, Scarlett, ils ont racheté, et c'est qu'ils gardent ces marques à côté en se disant, vous avez vu, il y a plein d'autres sociétés, mais en fait, c'est la même société, c'est toujours Proximus. Alors après, il y a des petites particularités, c'est qu'il y a aussi le câble, mais voilà, qui est un petit peu derrière, hein. Je pense que de mémoire, le marché belge, on est assez loin dans la comparaison européenne. Il y a plus de la moitié du marché reste encore aux mains de notre opérateur historique. Et puis on a du Telenet Orange,
qui effectivement vont plutôt aller sur une autre type de connectivité, hein, le câble coax, l'ancienne télé, et qui montent un petit peu plus haut. Faut le préciser. Je me permets de préciser que la Belgique était le pays sans doute le plus câblé, en télédistribution, et ce très tôt d'ailleurs. Plus de 90% de la population grâce à un câble coax, et c'était effectivement, on était un des meilleurs au monde. Et c'était dès le milieu des années 70, hein, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Tout à fait. Alors c'est un avantage qui est un désavantage pour nous maintenant, c'est que c'était la même chose pour les connexions web et VDSL, ADSL, c'est qu'on a été un très très bon early adopter du truc, et donc on se retrouve avec des connexions aujourd'hui qui sont toujours en VDSL, pour la majorité avec une connexion moyenne, on va dire, par rapport à nos voisins, on va voir. C'est que, en général, on a un truc à 100 mégabits parce que, voilà, on est connecté, on a suffisamment de la centrale et on n'a pas la fibre. Et c'est que depuis un peu plus d'1 an qu'on a une accélération de mise à disposition de la fibre parce que Proximus s'est dit, je vais pas le faire tout seul. Et ça a été confié dans nos 3 régions, parce qu'on parle 3 langues, mais il y a aussi 3 régions qui ne sont pas les mêmes endroits en Belgique, et donc chaque région a des sociétés différentes pour aller installer les fibres. Parfois ça se fait en façade, parfois en creuse, c'est tout un micmac, mais globalement on a une couverture assez bonne en Belgique, sauf que ça ne monte pas super haut en rapidité, mais c'est assez stable. Par contre en tarif ça monte un petit peu plus haut qu'ailleurs en général. En général, c'est ça. En Belgique, on est quand même, si tu veux une connexion, t'es quand même pas loin des 50 balles par mois pour avoir quelque chose. À 100 mégabits. Voilà. À 100 mégabits, hein, oui. Mais après la fibre, c'est plus ou moins le même prix, mais voilà. C'est un tout petit peu plus cher, c'est 10 ou 15 euros de plus maintenant, je pense, la fibre, et avec un peu plus de bande passante quand même. Oui, sachant que le salaire médian en Belgique, c'est quoi? C'est entre 1600 et 1700 euros, parce que ça aussi, c'est une différence. Hein. Si Thierry nous dit c'est 50 balles, le salaire médian est un petit peu différent. Tiens, Thierry, la Suisse, le déploiement de la fibre, reprends-nous peut-être un petit peu l'historique de la même manière que ce que nous a fait Sébastien, sans rentrer dans tous les détails, mais... Oui. C'est les PTT, Poste, Télégraphe et téléphone, voilà, historiquement, qui a donné vie après à Swisscom, qui est en partie pris par l'État pour l'actionnariat. Swisscom, qui est donc devenu par la force des choses l'opérateur historique. Et la tâche n'est pas si facile que en Belgique, hein, c'est pas pour me moquer, mais nous on a des montagnes, on a des vallées, on a des contrées lointaines, on a des étendues certes plus petites mais un peu compliquées à câbler. Donc l'apanage du cuivre a quand même bien duré, parce qu'effectivement la ligne de cuivre, vous le verrez sur certains forums, c'est même un regret, puisque quand il y avait une panne de courant, on avait quand même le téléphone parce qu'il y avait les 60 volts dessus la ligne et on pouvait comme ça appeler du secours, des choses comme ça. Et on s'est rattaché à ce raccordement de cuivre. C'est assez marrant parce qu'entre-temps, dans les villes, comme tu le dis Sébastien, nous on a aussi vécu le câblage avec du câble coax. Les téléopérateurs, les téléréseaux comme on les appelle ici, ont permis effectivement d'avoir une étape, mais qui est venue plus tard que le VDSL, puisque le VDSL est venu, ou l'ADSL est venu comme ça avec le RNIS, hein, c'est des termes qui doivent évoquer quelque chose pour ceux qui sont adeptes de la télécom. ISDN. Et on a tiré, l'ISDN, on l'a tiré en longueur, hein, ces technologies, ça a vraiment été, comme on le disait tout à l'heure, j'aime bien le dire, la Suisse a toujours 2 ans de retard. On a passé du cuivre à l'ISDN, de l'ISDN, on a commencé à voir le balbutiement des câbles opérateurs qui venaient sur les téléréseaux, mais ça, c'était pour les grandes villes, pour les centres bien équipés. Et puis, on a vu nos copains français, après, effectivement, on en parlera, venir sur la fibre, et nous, on était tous très jaloux, puisqu'effectivement, l'offre était incroyablement intéressante, rapide et efficace,
et pas cher, parce que seul problème de la Suisse, même si effectivement le salaire médian du coup en Suisse est un peu plus haut, eh bien ça coûtait un bras. Pour vous donner une petite idée, les premiers raccordements en fibre étaient de l'ordre de la centaine de francs, là où on pleurait quand on voyait effectivement l'offre française qui proposait des trucs à 20 €. Encore une fois, il faut comparer avec le pouvoir d'achat, mais ça nous mettait vraiment dans une jalousie vraiment franchement avouée, parce que on se disait mais pourquoi on accuse un tel retard? Alors l'arrivée de la fibre, elle s'est faite aussi grâce à l'opérateur national, venu de tout de suite derrière d'autres acteurs qui ont partagé ces fibres noires, comme on les appelle, ces fameuses fibres qui ne sont pas utilisées, qui peuvent être mises à disposition à d'autres opérateurs. Mais il y avait aussi le mutualisé, puisque c'est assez monnaie courante. Dans le cas précis, il y a des émetteurs, par exemple pour le mobile, mais ça a été le cas aussi pour la fibre, ça n'a pas été tellement le cas pour les anciennes technologies. Eh bien, on pouvait les sous-louer à des opérateurs qui n'étaient pas forcément des opérateurs virtuels. Maintenant, il y en a beaucoup, on l'a aussi en téléphonie mobile, mais on a commencé à voir effectivement des gens, des acteurs. Je vous ai parlé de Swisscom, mais il y a eu Sunrise, il y a eu UPC Cablecom qui est venu sur le téléréseau, puis aussi maintenant un peu sur la fibre. Et puis il y a Salt qui vient à la fois pour le mobile, mais aussi pour la fibre. Et puis viennent après viennent ensuite les plus petits. Mais tout ça a des prix très 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 chers. C'est là où le bas blesse en Suisse, c'est qu'effectivement cette offre-là, elle est hors de prix, même si effectivement, encore une fois, on pourrait croire qu'ici on a les moyens. Maintenant, la fibre, elle est venue très tard. On en parlait et on en était fiers de pouvoir dire, et surtout Swisscom, voilà, la Suisse, elle est majoritairement câblée, elle est fibrée. Je vous prends un petit exemple. La fibre passe dans ma rue. Elle est là, il y a la fibre optique, j'ai plus qu'à tendre le bras. Sachez que le petit bout qu'il y a à faire entre la rue et mon appartement, eh bien, c'est à mes frais. Alors, vous me direz, ouais, mais c'est pas bien loin, ça fait que quelques mètres. Eh bien, sachez que si vous êtes un chalet en pleine montagne et puis que vous voyez la fibre, allez, mettons à 2 km, eh bien, c'est pour votre pomme, le raccordement qu'il y aura à faire entre l'arrivée de la fibre et votre chalet, votre lieu d'habitation, va vous coûter tellement cher que la plupart laissent tomber. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens utiliser d'autres alternatives. On en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, on est en retard. Effectivement. Faut pas se leurrer. Et puis, l'offre est beaucoup trop chère. Petite anecdote très drôle. Swisscom a créé une sous-marque qui s'appelle MyWingo, ou Wingo, W-I-N-G-O. C'est la même offre, c'est les mêmes installations, ce sont les mêmes émetteurs. Mais c'est un autre marketing. C'est un autre marketing et c'est moins cher. Autant dire, voilà pourquoi j'ai changé d'opérateur. J'ai la même qualité de service et je paye moins cher, vraiment beaucoup moins cher. Je comprends pas, mais ça marche. Avant de passer la parole avant de passer la parole à Aurélien, je repasse les plats. Sébastien avait manifestement une petite interrogation. J'ai une question et une info pour qu'on puisse après, parce que les pays sont très différents. Donc en Belgique, le salaire médian c'est 3500 brut. En France, c'est 4000 brut. Donc tu vois, c'est un petit peu mieux. Et en Suisse, on est à 6300 € brut. Donc on est quand même presque le double de la Belgique. Et donc pour 50 balles par mois, du coup on a Internet. Chez toi, ça devrait être du coup 100. Est-ce que c'est plus ou moins que 100 € par mois ? Alors c'est un peu plus, parce que maintenant on va aussi devoir décortiquer les offres TV, machin, etc. Puisque maintenant on n'a plus le triple play, etc. Voilà, exactement. Mais je vais prendre un autre exemple. J'étais chez Swisscom, j'avais un abonnement 4G, 5G, que je payais jusqu'à 250 francs, 220 à 250 francs par mois. Et je suis maintenant chez le même opérateur. J'ai pas tout à fait les mêmes options, c'est-à-dire que la 5G, je devrais payer plus, mais j'ai un smartphone qui est pas 5G, donc je m'en fous. Je paye 25 francs par mois. Et c'est le même opérateur derrière. À 25 francs, c'est beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. Voilà, beaucoup moins cher. Voilà. Donc on va détester les Suisses. Attendez que j'ai parlé. Oui, Aurélien va s'exprimer, parce que là aussi il y a des choses dans le comparatif. On parle directement par les tarifs, Aurélien, mais sur l'historique, les opérateurs historiques, comment tout ça se met en place ?
Oui. Alors nous, en fait, historiquement, France Télécom, vous avez connu, qui est devenu Orange. Là où ça diffère, c'est que nous, on a un gentil ou méchant entrepreneur, vous prenez ça dans le sens que vous voulez, Xavier Niel, qui est arrivé avec Free et qui a vraiment, aussi bien au niveau du mobile qu'au niveau des offres Internet, a vraiment cherché à être le challenger, celui qui va gratter là où ça fait mal, et qui a méchamment fait descendre le coût et, à mon sens, tirer en tous les cas la qualité de service vers le haut pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a au niveau de la France, je dirais 4 gros opérateurs. Alors Orange, SFR, Bouygues et puis Free. Chacun ont, comme en Suisse, leur filiale low cost, Soch pour Orange, Red pour SFR, les autres je les connais pas de tête. Et par contre, en France, on a certes ces côtés commerciaux et marketing qui tirent les prix vraiment vers le bas, mais le problème aujourd'hui, c'est que les infrastructures ne suivent pas. C'est-à-dire que si moi j'ai la fibre, j'ai un répartiteur au coin de la rue, mon voisin se met à avoir la fibre, le sous-traitant qui va venir installer la fibre de mon voisin, s'il n'y a pas assez de place sur le répartiteur, il va débrancher quelqu'un pour rebrancher son client. Ça, c'est aujourd'hui des gros problèmes qu'on a en France. Par contre, donc c'est très gênant pour le... Il y a des comptes, je fais juste une petite incise si ça ne te dérange pas Aurélien, il y a des comptes TikTok de câbleurs de l'un ou l'autre opérateur qui montrent des fois l'état des armoires de câblage de fibres. C'est des plats de spaghettis, mais c'est une honte totale. Et c'est vraiment, et là quand il y a un problème là-dedans, il faut tout casser, il faut tout refaire, et les gens sont bloqués du coup, et j'imagine qu'ils n'ont plus de connexion pendant X temps. Ça peut se compter. Et je vous parle même pas de la cartographie des réseaux, parce que oui, en plus, aujourd'hui vous achetez une maison, vous louez un appartement, pour savoir où est-ce qu'il faut aller vous raccorder, c'est un gros oui, c'est ça. Bon, bref. Et donc au niveau, juste pour faire un petit point, on est passé, nous, relativement rapidement du cuivre, enfin ça fait quand même quelques années maintenant, du cuivre à la fibre. Les réseaux coax, j'en ai vu dans certaines universités, dans certaines vieilles entreprises, mais moi j'ai pas connaissance de réseau coax qui fournissait Internet. Et donc au niveau tarif, là où le bas va blesser, au niveau de nos amis suisses et belges, c'est que en France, alors il y a un jeu actuellement qui fait que chacun je vous dis, il y a une très grosse concurrence et chacun tire les prix vers le bas. Aujourd'hui, vous arrivez très facilement en France à avoir des offres aux alentours de 15 ou 20 euros par mois, qui est quand même vraiment très bas, engagé pendant un an. Et après, vous repassez à un tarif, on va dire, normal pour nous, 30 ou 40 euros, je sais pas bien. Mais en fait... Aujourd'hui, en France, le truc malin, c'est de changer tous les ans. Comme ça, vous avez toujours une offre de bienvenue à chaque fois. Puis vous tournez entre tous les opérateurs qu'il y a. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'on arrive à avoir... Et en plus, des qualités de service qui aujourd'hui, là, ici, j'ai plus de 500 mégabits sans problème. Au bureau, j'ai plus de 700 sans problème. Et à des tarifs, très, très raisonnables. Bon, la raison pour laquelle en Belgique, Sébastien va pas me démentir, on paye plus cher, c'est parce que aussi on a une population moins grande, et par contre les infrastructures, elles sont les répartiteurs, les trous qu'on fait dans les trottoirs, les poteaux qu'on pose, etc. Ils ont un coût qui est lui fixe, et il est pas dégressif par rapport au nombre d'habitants ce coût-là, donc ça rentre aussi en ligne de compte, non, Seb? Non. Ah. Non, tu peux le prendre en justification, mais après c'est purement économique. À partir du moment où tu sais qu'une population est OK pour le payer à 50, pourquoi en tant qu'opérateur tu vas le descendre à 40 ou à 30 ou à 20? Ils sont capables de le faire. Oui. Mais pourquoi normalement, le faire? Le but d'une société, c'est de faire de l'argent. Normalement, une entente entre opérateurs est interdite. Oui, mais ça c'est des discussions qui ont eu lieu.
revenez en Suisse. En Belgique, bon, voilà, il y a une certaine forme d'uniformité dans les tarifs. Il y a parfois un petit coup de canif, mais c'est souvent très équivalent. Mais excuse-moi, un dernier point là-dessus, c'est comme les technos, tu vois, nous, on va se dire, c'est con, on prend du retard sur la fibre, mais en tant qu'opérateur, là, tu te prends à la place de la société. Proximus n'est challengé par personne. Pourquoi est-ce qu'il irait mettre des fibres et faire des investissements, alors qu'en fait, il gagne de l'argent. Et son but, lui, c'est de maximiser son bénéfice. Donc, si tu te mets là-dessus, lui, n'a pas intérêt à augmenter nos offres. Tant qu'il peut faire de l'argent, il va continuer. Et pourquoi il n'y aurait pas un Niel chez vous ? Eh ben, j'allais le dire, Xavier Niel a déjà pris quelques participations dans Proximus par le biais d'une filiale, par le biais d'une filiale irlandaise. Je vais y arriver. Oui, il n'y a pas longtemps, hein. C'est tout récent, et je pense qu'il a pris 10%, je pense, ou 5%, je ne sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Mais voilà, donc il y a déjà un peu de Xavier Niel en nous, mais il n'est pas fou. Mais c'est l'opérateur historique. Il y en a en Suisse aussi. Il en a pris en Suisse aussi. Ouais, et puis tout le monde s'attendait à voir le fameux abonnement super pas cher. Non. Bah non, ils ont pas changé les tarifs. Non, pourquoi ? Il n'y a pas de challenge. C'est un peu ça le truc. Et puis il y a au-delà de, je sais pas si Aurélien t'avais fini ou pas. Je pense que j'ai fini. Voilà. Au-delà de tout ça, il y a aussi d'autres opérateurs qui ne sont pas nationaux nécessairement. Enfin, si, il y en a des nationaux qui vont vous permettre d'avoir de l'internet via la 4G ou la 5G demain. Et puis il y a les satellitaires comme Starlink, Sébastien. Starlink, et pas que, c'est ça qu'il y avait une série de petites news comme quasi sur chaque pays. Effectivement, il y a Starlink qui vient d'annoncer une nouvelle antenne qui effectivement te permet d'avoir... C'est une antenne fixe, celle-ci, elle bouge plus dans tous les sens, donc tu dois juste bien l'orienter et puis c'est plié. Donc c'est un petit peu plus pour être à la maison plutôt que on the go. Ça, voilà, même s'il y a des trucs en moins, elle coûte le même prix, ça faut pas rêver. 450 boules. Mais débit devrait être plus élevé, mais on n'a pas les infos. Était sur des abonnements sur des coûts qui sont assez similaires à ce qu'on paye en Belgique. Tu vois, 40-50 € par mois sur un Starlink pour un débit qui est aussi équivalent à ce qu'on va avoir dans les connexions en Belgique. L'avantage effectivement ici, c'est que tu peux avoir une certaine forme de mobilité et tu arrives quand même en challenger par rapport à certains pays, parce que même si on râle sur la Belgique, il y a des pays qui sont quand même encore plus chers que nous, et où là Starlink va pouvoir aller challenger les opérateurs historiques, mais c'est pas le seul, et là il y a eu une annonce assez récente, c'est que Orange se lance aussi dans les connexions satellites. On est sur une offre à 50 € par mois, mais on va commencer à voir d'autres opérateurs qui sont ici, non pas sur... ils lancent pas de nouveaux satellites, on va pas de nouveau refaire tout le bordel, parce qu'on est sur des offres qui sont un peu plus localisées, c'est des offres vers l'Europe, et alors ils utilisent des satellites européens qui sont déjà en place pour faire les connexions internet, et donc là on n'est pas sur on n'a plus besoin de lancer une galaxie de satellites, même s'il y a plein d'avantages, on en a déjà parlé pour les pings, mais voilà, donc c'est des offres qui ont d'ailleurs pour moi qui sont trop chères par rapport à ce qu'elles sont, parce que ils ont aucun, à part le satellite, ils ont pas de challenge, les mecs ils doivent pas traverser les Alpes, ils doivent pas aller arriver jusqu'à ta maison, et donc ils ont pas le problème de l'infrastructure. Leur infrastructure, c'est quelques satellites, on s'entend. Oui. Mais pour toute la planète, versus si tu dois câbler toute la planète, t'y es pas arrivé. Mais par contre, une région, on parlait de la Suisse là tantôt, et des difficultés de câbler ou de tirer de la fibre par-delà les montagnes. C'est une solution qui évidemment est un peu onéreuse, mais vu votre pouvoir d'achat. mais il y a des astuces. Il y a des astuces avec Starlink, parce que j'ai pas parlé de Van Life dans cet épisode. Non, c'est vrai. Voilà, et c'est grâce à un Van Lifer que je suis, un Van Lifer américain qui a partagé une petite astuce. Si vous voulez vous intéresser à Starlink,
Starlink, eh bien sachez, je ne le savais pas, grâce à lui, j'ai appris que les tarifs Starlink sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Il se trouve qu'il était en Amérique du Sud pour son périple, il s'est commandé une antenne Starlink et un abonnement en donnant une adresse locale, et il a raconté qu'il avait une économie assez substantielle, assez conséquente, que s'il l'avait eu et reçu aux États-Unis. Donc il était assez fier de pouvoir partager cette astuce et de se dire, bah voilà, moi je surfe comme un Américain ou n'importe quel autre pays dans le monde, mais avec un tarif adapté au pays dans lequel je me trouve, même si après il allait bourlinguer ailleurs, puisque bien sûr, il n'y a pas de frontières pour recevoir Internet. Voilà, tout simple. Tout simple. Alors, on parle de Starlink, mais il y a d'autres opérateurs satellitaires moins connus. Il y a un Norvégien, je pense d'ailleurs, ou un Suédois qui a une offre. Je l'ai appris un peu par hasard. Enfin, par hasard. C'est en suivant un peu l'actualité ukrainienne, si vous voyez ce que je veux dire, où j'ai appris que les Ukrainiens utiliseraient préférentiellement cette solution-là plutôt que celle d'Elon Musk, vu les petites blagounettes qu'il leur avait fait dernièrement en coupant le réseau à différents moments plutôt stratégiques. Tout ça pour dire que les technologies, elles sont partout, elles sont utiles partout également. En France aussi, ça doit être utile, Aurélien, les systèmes, on va dire sans fil ou satellitaire, mais peut-être pas que satellitaire. L'offre 4G dont je parlais il y a quelques minutes, elle est quand même fort développée en France, parce que le data mobile en France, il est pas très cher, si je dis pas de bêtises. Non, bah c'est toujours la même chose, hein. Free, quand Free est arrivé, on avait des fameux forfaits Free à, je sais plus, 1 ou 2 euros lorsqu'on avait une box. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même très bien couvert. C'est très rare de rencontrer une zone blanche, et avec des débits qui sont quand même relativement intéressants. Et donc aujourd'hui, on trouve des forfaits à plusieurs centaines de gigas pour quelques euros par mois. Ce qui, à mon avis, est introuvable en Belgique et en Suisse et dans pas mal de pays. Mais ça, c'est la concurrence qui a fait ça. Ce qui déjà, d'ailleurs, pousse beaucoup de gens à ne plus avoir de ligne fixe ni de box internet. Il y a beaucoup de gens qui routeur 4G. Pour X raisons, soit ont un routeur 4G, soit se servent du partage de connexion de leur téléphone pour avoir de la data. Et même pire, aujourd'hui, avec le roaming, l'arrivée du roaming, c'était il y a quoi, 3-4 ans, je dirais, la libéralisation du roaming. C'est un peu plus même, je pense. Oui. Voilà, faut regarder. Enfin, peu importe. Ces forfaits-là marchent très bien à l'étranger. Moi, je suis allé en Belgique vous voir il y a quelques mois, quelques semaines. Pour moi, c'est transparent. C'est comme si j'étais en France, tarifairement parlant. On va se reparler. Ce qui est dingue, ce qu'il y a quelques années. Oui, mais c'est limité en fait. Parce que s'ils détectent que tu es majoritairement en Belgique, ils vont te scalper ton compte. Oui. Oui, tu ne peux pas ouvrir... Enfin, d'une manière ou d'une autre, t'ouvrir un compte en France pour ensuite l'exploiter dans un autre pays, parce que là... C'est ce qui est annoncé, normalement. C'est un peu logique. Le routeur 4G, on en a déjà parlé ici avec Thierry, c'était même un routeur 5G, si je ne dis pas de bêtises, 5G, qui te permet de partager plus facilement dans un réseau Wi-Fi, du coup, cette connexion. Je pense que c'est une techno que toi, tu utilises, Sébastien, quand tu pars en vacances... Il me semble que tu m'avais raconté ça, que quand tu pars en vacances avec les enfants, tout ça, ils sont tous câblés, ils sont tous connectés d'office, tu te casses pas la tête. C'est le même Wi-Fi qu'à la maison avec lequel je me promène partout. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, même SSID, même mot de passe, et puis tu allumes le truc et tout le monde est connecté, tout le monde est content. Et là, tu prends quoi, des cartes prépayées, du coup, quand tu pars à l'étranger? Je pense à la France, l'Espagne. La France, l'Espagne, non, je pars avec des abonnements Proximus pour faire la petite... Parce que maintenant, de ce côté-là, par contre, on nous a monté à quelques centaines de gigas. Centaines de gigas en data, je peux y aller pour les vacances. Donc, on n'est pas sûr de les limiter. Enfin, il y a, mais là, ça commence à devenir trop cher pour les petits. Oui, ça commence à coûter. On a fait un tour d'horizon sommes-nous tous égaux face à la connexion Internet. On voit qu'il y a des trucs semblables, quand même. Nous ne sommes pas égaux, quand même. Mais nous ne sommes pas totalement égaux, et par rapport à la France, nous sommes totalement
Voilà, moi je vais demander mon asile connectique bientôt à la France. Merci en tout cas à tous les trois. Aurélien, merci pour cette participation un peu au débeauté sur ce dossier. Merci à Thierry en direct de Suisse, toujours bien sûr. Merci à Sébastien. Si vous avez des informations complémentaires à nous donner par rapport à ce qui a été dit dans ce dossier ou dans les sujets précédents, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre aussi éventuellement si ça. Oui, si les bons plans, que ce soit pour les Belges, les Français ou les Suisses, n'hésitez pas parce que je suis sûr que voilà, dans les télécoms, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Donc voilà. Merci à tous. Passez une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre duo, évidemment, vous le savez, chez les Technos. C'est comme ça que ça se passe. Salut. Salut.